Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, très heureuse de vous faire la lecture et de partager avec vous une passion que j'ai pour la littérature du 19e et la littérature russe du 19e. Alors pour moi, c'est une grande première que cette lecture et j'ai choisi Premier amour, une nouvelle d'Ivan Tourgueniev. Pour moi, c'est un des plus beaux auteurs de la littérature russe et c'est une histoire qui confine au sublime. C'est ce que disait d'ailleurs Flaubert, autre auteur romantique. Il disait: pour moi, voilà du sublime. Alors je vous propose de commencer cette lecture. Donc Premier amour, Ivan Tourgueniev. On y va. Les invités avaient pris congé depuis longtemps. L'horloge venait de sonner la demie de minuit. Seuls, notre amphitryon, Serge Nikolaïevitch et Vladimir Petrovitch, restaient encore au salon. Notre ami sonna et fit emporter les reliefs du repas. « Nous sommes bien d'accord, messieurs, fit-il en s'enfonçant dans son fauteuil et en allumant un cigare. Chacun de nous a promis de raconter l'histoire de son premier amour. À vous le dé, Serge Nikolaïevitch. » L'interpellé, un petit homme blond au visage bouffi, regarda l'hôte, puis leva les yeux au plafond. « Je n'ai pas eu de premier amour, déclara-t-il enfin. J'ai commencé directement par le second. » « Comment cela ? » Tout simplement, je devais avoir 18 ans environ quand je m'avisais pour la première fois de faire un brin de cour à une jeune fille, ma foi fort mignonne, mais je me suis comportée comme si la chose ne m'était pas nouvelle, exactement comme j'ai fait plus tard avec les autres. Pour être franc, mon premier et mon dernier amour remontent à l'époque où j'avais 6 ans. L'objet de ma flamme était la bonne qui s'occupait de moi. Cela remonte à loin, vous pouvez le voir, et le détail de nos relations s'est effacé de ma mémoire. D'ailleurs, même si je m'en souvenais, qui donc cela pourrait-il intéresser ? Qu'allons-nous faire alors ? Cela monte à notre hôte. Mon premier amour n'a rien de très passionnant non plus. Je n'ai jamais aimé avant de rencontrer Anna Ivanovna, ma femme. Tout s'est passé le plus naturellement du monde. Nos pères nous ont fiancés, nous ne tardâmes pas à éprouver une inclination mutuelle et nous nous sommes mariés vite. Toute mon histoire tient en 2 mots. C'est triste. À vrai dire, messieurs, en mettant la question sur le tapis, c'est sur vous que j'ai compté, vous autres, jeunes célibataires, à moins que Vladimir Petrovitch ne nous raconte quelque chose d'amusant. Le fait est que mon premier amour n'a pas été un amour banal, répondit Vladimir Petrovitch après une courte hésitation. C'était un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux noirs, légèrement mêlés d'argent. « Ah ah, tant mieux, allez-y, on vous écoute. » Eh bien voilà, ou plutôt non, je ne vous raconterai rien, car je suis un piètre conteur et mes récits sont généralement secs et courts ou longs et faux. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais consigner tous mes souvenirs dans un cahier et vous les lire ensuite. Les autres ne voulurent rien savoir, pour commencer, mais Vladimir Petrovitch finit par les convaincre. 15 jours plus tard, ils se réunissaient de nouveau et promesse était tenue. Voici ce qu'il avait noté dans son cahier. Attention, attention, c'est ici que ça commence. J'avais alors 16 ans. Cela se passait au cours de l'été 1833. J'étais chez mes parents à Moscou. Ils avaient loué une villa près de la porte de Kalouga, en face du jardin Neskouchny. Je me préparais à l'université, mais travaillais peu et sans me presser. Point d'entrave à ma liberté. J'avais le droit de faire tout ce que bon me semblait, surtout depuis que je m'étais séparée de mon dernier précepteur. Un Français qui n'avait jamais pu se faire à l'idée d'être tombé en Russie comme une bombe, en français dans le texte, et passait ses journées étendues sur son lit avec une expression exaspérée. Tout à fait le cliché du français, en quelque sorte. Mon père me traitait avec une tendre indifférence. Ma mère ne faisait presque pas attention à moi, bien que je fusse son unique enfant. Elle était absorbée par des soucis d'une autre sorte. Mon père, jeune et beau garçon, avait fait un mariage de raison. Ma mère, de 10 ans plus vieille que lui, avait eu une existence fort triste. Toujours inquiète, jalouse, taciturne, elle n'osait pas se trahir en présence de son mari qu'elle craignait beaucoup. Et lui affectait une sévérité froide et distante. Jamais je n'ai rencontré d'homme plus posé, plus calme et plus autoritaire que lui. Je me souviendrai toujours des premières semaines que j'ai passées à la villa. Il faisait un temps superbe. Nous nous étions installés le 9 mai, jour de la Saint-Nicolas. J'allais me promener dans notre parc, au Neskouchny, ou de l'autre côté de la porte de Kalouga. J'emportais un cours quelconque, celui de Kaidanov par exemple, mais ne l'ouvrais que rarement, passant la plus claire partie de mon temps à déclamer des vers dont je savais un grand nombre par cœur. Mon sang s'agitait, mon cœur se lamentait avec une gaieté douce. J'attendais quelque chose, effrayé de je ne sais quoi, toujours intrigué et prêt à tout. Mon imagination se jouait et tourbillonnait autour des mêmes idées fixes, comme les martinets à l'aube autour du clocher. Je devenais rêveur, mélancolique, parfois même je versais des larmes.
Mais à travers tout cela perçait, comme l'herbe au printemps, une vie jeune et bouillante. J'avais un cheval, je le sellais moi-même, et m'en allais très loin, tout seul, au galop. Tantôt je croyais être un chevalier entrant dans la lice, et le vent sifflait si joyeusement à mes oreilles. Tantôt je levais mon visage au ciel, et mon âme large ouverte se pénétrait de sa lumière éclatante et de son azur. Pas une image de femme, pas un fantôme d'amour ne s'était encore présenté nettement à mon esprit. Mais dans tout ce que je pensais, dans tout ce que je sentais, il se cachait un pressentiment à moitié conscient et plein de réticence. La prescience de quelque chose d'inédit, d'infiniment doux et de féminin. C'est beau. Et cette attente s'emparait de tout mon être. Je la respirais, elle coulait dans mes veines, dans chaque goutte de mon sang. Elle devait se combler bientôt. Notre villa comprenait un bâtiment central, en bois, avec une colonnade flanquée de 2 ailes basses. L'aile gauche abritait une minuscule manufacture de papier peint. Je m'y rendais souvent. Une dizaine de gamins maigrichons, les cheveux hirsutes, le visage affreusement blême, hâves vêtus de côtes graisseuses, sautaient sur des leviers de bois qui commandaient les blocs de presse carrés. De cette manière, le poids de leur corps débile imprimait les arabesques multicolores du papier peint. L'aile droite, inoccupée, était allouée. Un beau jour, environ 3 semaines après notre arrivée, les volets des fenêtres s'y ouvrirent bruyamment. J'aperçus des visages de femmes. Nous avions des voisins. Je me rappelle que le soir même, pendant le dîner, ma mère demanda au majordome qui étaient les nouveaux arrivants. En entendant le nom de la princesse Zaskine, elle répéta d'abord avec vénération « Ah, une princesse !» Puis elle ajouta « Pour sûr, quelque pauvresse !» Ces dames sont arrivées avec 3 fiacres, observa le domestique en servant respectueusement le plat. Elles n'ont pas d'équipage et quant à leur mobilier, il vaut 2 fois rien. Oui, mais j'aime tout de même mieux cela, répliqua ma mère. Mon père la regarda froidement et elle se tut. Effectivement, la princesse Zaskine ne pouvait pas être une personne aisée. Le pavillon qu'elle avait loué était si vétuste, petit et bas que même des gens de peu de fortune auraient refusé d'y loger. Pour ma part, je ne fis aucune attention à ses propos, d'autant plus que le titre de princesse ne pouvait pas me produire la moindre impression car je venais précisément de lire Les Brigands de Schiller. J'avais contracté l'habitude d'errer chaque soir à travers les allées de notre parc, un fusil sous le bras, guettant les corbeaux. De tout temps, j'ai haï profondément ces bêtes voraces, prudentes et malignes. Ce soir-là, descendu au jardin, comme de coutume, je venais de parcourir vainement toutes les allées. Les corbeaux m'avaient reconnu, et leur croassement strident ne me parvenait plus que de très loin. Guidée par le hasard, je m'approchais de la palissade basse séparant notre domaine de l'étroite bande jardinée qui s'étendait à droite de l'aile et en dépendait. Je marchais, tête baissée, lorsque je crus entendre un bruit de voix. Je jetai un coup d'œil par-dessus la palissade et m'arrêtai stupéfait. Un spectacle étrange s'offrait à mes regards. À quelques pas devant moi, sur une pelouse bordée de framboisiers verts, se tenait une jeune fille, grande et élancée, vêtue d'une robe rose à raies et coiffée d'un petit fichu blanc. 4 jeunes gens faisaient cercle autour d'elle et elle les frappait au front, à tour de rôle, avec une de ces fleurs grises dont le nom m'échappe mais que les enfants connaissent bien. Elles forment de petits sachets qui éclatent avec bruit quand on leur fait heurter quelque chose de dur. Les victimes offraient leur front avec un tel empressement, et il y avait tant de charme, tant de tendresse impérative et moqueuse, de grâce et d'élégance dans les mouvements de la jeune fille, elle m'apparaissait de biais, que je faillis pousser un cri de surprise et de ravissement. J'aurais donné tout au monde pour que ces doigts adorables me frappassent aussi. Mon fusil glissa dans l'herbe, j'avais tout oublié et dévorais des yeux cette taille svelte, ce petit cou, ces jolies mains, ces cheveux blonds légèrement ébouriffés sous le fichu blanc, cet œil intelligent à moitié clos, ces cils et cette joue veloutée. « Dites donc, jeune homme, croyez-vous qu'il soit permis de dévisager de la sorte des demoiselles que vous ne connaissez pas ?» fit soudain une voix tout contre moi. Je tressaillis et restai interdit. Un jeune homme aux cheveux noirs coupés très courts me toisait d'un air ironique de l'autre côté de la palissade. Au même instant, la jeune fille se tourna également de mon côté. J'aperçus de grands yeux gris sur un visage mobile qu'agita tout à coup un léger tremblement et le rire, d'abord contenu, fusa, sonore, découvrant ses dents blanches et arquant curieusement les sourcils de la jeune personne. Je rougis piteusement, ramassai mon fusil et m'enfuis à toutes jambes, poursuivi par les éclats de rire.
Arrivé dans ma chambre, je me jetais sur le lit et me cachais le visage dans les mains. Mon cœur battait comme un fou. Je me sentais confus et joyeux, en proie à un trouble comme je n'en avais jamais encore éprouvé. Après m'être reposée, je me peignai, brossai mes vêtements et descendis prendre le thé. L'image de la jeune fille flottait devant moi. Mon cœur s'était assagi, mais se serrait délicieusement. « Qu'as-tu donc » me demanda brusquement mon père. « Tu as tué un corbeau ?» J'eus envie de tout lui raconter, mais je me retins et me contentai de sourire à part moi. Au moment de me coucher, je fis 3 pirouettes sur un pied, sans savoir pourquoi, et me pommadai les cheveux. Je dormis comme une souche. Peu avant le petit jour, je me réveillai un instant, soulevai la tête, regardai autour de moi, plein de félicité, et me rendormis. Comment m'y prendre pour faire leur connaissance? Telle fut la première pensée en me réveillant. Je descendis au jardin avant le thé, mais évitai de m'approcher trop près de la palissade et n'aperçus âme qui vive. Après le thé, je passais et repassais plusieurs fois devant leur pavillon et essayais de percer de loin le secret des croisées. À un moment donné, je crus deviner son visage derrière le rideau et m'éloignai précipitamment. « Il faut tout de même bien que je fasse sa connaissance, me disais-je, en me promenant sans but dans la plaine sablonneuse qui s'étend devant le Neskouchny. Mais comment? Voilà le problème. J'évoquais les moindres détails de notre rencontre de la veille. De toute l'aventure, c'était son rire qui m'avait frappé le plus. Je ne savais pourquoi. Pendant que je m'exaltais et imaginais toutes sortes de plans, le destin avait déjà pris soin de moi. Pendant mon absence, ma mère avait reçu une lettre de notre voisine. Le message était écrit sur un papier gris très ordinaire et cacheté avec de la cire brune, comme on n'en trouve généralement que dans les bureaux de poste ou sur les bouchons des vins de qualité inférieure. Dans cette lettre, où la négligence de la syntaxe ne cédait en rien à celle de l'écriture, la princesse demandait à ma mère de lui accorder aide et protection. Ma mère, selon notre voisine, était intimement liée avec des personnages influents dont dépendait le sort de la princesse et de ses enfants, car elle était engagée dans de gros procès. « Je m'adresse à vous, écrivait-elle, comme une femme noble à une autre femme noble, et d'autre part, il m'est agréable de profiter de ce hasard. Je vous épargne les fautes d'orthographe, c'est à peu près le langage SMS d'aujourd'hui. Pour conclure, ma princesse sollicitait l'autorisation de venir rendre visite à ma mère. Cette dernière se montra fort ennuyée. Mon père était absent et elle ne savait à qui demander conseil. Bien entendu, il n'était pas question de laisser sans réponse la missive de la femme noble. Pour vous donner une idée, femme, F-A-M-E. Voilà. Une princesse par-dessus le marché? Mais que faire? Il semblait déplacé d'écrire un mot en français et l'orthographe russe de ma mère était plutôt boiteuse. Elle le savait et ne voulut pas se compromettre. Mon retour tombait à pic. Maman me demanda de me rendre incontinent chez la princesse et de lui expliquer que l'on serait toujours heureux, dans la mesure du possible, de rendre service à son Altesse et enchanté de la recevoir entre midi et 1 heure. La réalisation soudaine de mon désir secret me remplit de joie et d'appréhension. Cependant, je n'en laissais rien voir. Et avant d'accomplir la mission, je montais dans ma chambre afin de passer une cravate neuve et ma petite redingote. À la maison, l'on me faisait porter encore veste courte et col rabattu, malgré mes protestations. Je pénétrais dans le vestibule étroit et mal tenu, sans réussir à maîtriser un tremblement involontaire, et croisais un vieux domestique chenu, dont le visage était couleur de bronze et les yeux mornes et petits, comme ceux d'un porc. Sympa la description. Son front et ses tempes étaient burinés de rides profondes, comme je n'en avais encore jamais vu. Il portait un squelette de hareng sur une assiette. En m'apercevant, il repoussa du pied la porte qui donnait dans l'autre pièce et me demanda d'une voix brusque. « Que désirez-vous »« Est-ce que la princesse Zaskine est chez elle » m'informai-je. « Boniface » cria derrière la porte une voix de femme éraillée. Le domestique me tourna silencieusement le dos, offrit à mes regards une livrée fortement usée sur les omoplates, dont l'unique bouton, tout couvert de rouille, était frappé aux armes de la princesse, posa l'assiette sur le carreau et me laissa seule. « Es-tu allé au commissariat » reprit la même voix. Le domestique marmotta quelque chose. « Tu dis qu'il y a quelqu'un? Le jeune voisin? Fais-le entrer. »« Veuillez entrer au salon » fit le domestique en réapparaissant devant moi et en ramassant son assiette. Je rectifiai rapidement ma tenue et passai au « salon » entre guillemets. J'étais dans une petite pièce pas très propre, meublée pauvrement et à la hâte. Une femme, âgée d'une 50aine d'années, nu-tête, se tenait assise dans un fauteuil aux bras cassés près de la fenêtre. Elle portait une vieille robe de couleur verte et un fichu bariolé en poil de chameau autour du cou.
Elle me dévorait littéralement de ses petits yeux noirs. Je m'approchai d'elle et la saluai. « Ai-je l'honneur de parler à la princesse Zaskine ? »« Oui, c'est moi. Et vous êtes le fils de monsieur V ?»« Oui, princesse. Ma mère m'a chargé d'une commission pour vous. »« Asseyez-vous donc, je vous en prie. Boniface, où sont mes clés? Est-ce que tu ne les as pas vues ?» Je rapportai la réponse de ma mère à mon interlocutrice. Elle m'écouta en tambourinant sur la vitre avec ses gros doigts rouges et quand j'eus fini de parler, me dévisagea de nouveau. « Très bien, je viendrai sans faute, dit-elle enfin. Comme vous êtes jeune. Quel âge avez-vous ? » S'il n'est pas indiscret de vous le demander. « 16 ans, répondis-je avec une involontaire hésitation. La princesse tira de sa poche quelques papiers graisseux et gribouillés, les porta tout contre son nez et se mit à les déchiffrer. « Le bel âge, gémit-elle soudain en se tournant vers moi et en remuant sa chaise. Je vous en prie, pas de cérémonie chez moi. Tout est simple. Un peu trop, ajoutai-je à part moi, en jetant un coup d'œil dégoûté sur toute sa silhouette malpropre. À cet instant précis, une autre porte s'ouvrit et la jeune fille de la veille apparut sur le seuil. Elle leva la main et un sourire moqueur éclaira son visage. « C'est ma fille, dit la princesse en la désignant du coude. Zinotchka, c'est le fils de notre voisin, monsieur V. Comment vous appelez-vous, jeune homme ? Vladimir, balbutiai-je, plein de confusion, en me levant précipitamment. Et votre patronyme est Petrovitch. Tiens, j'ai connu un commissaire de police qui s'appelait également Vladimir Petrovitch. Boniface, ne cherche plus les clés, je les ai dans ma poche. La jeune fille me dévisageait toujours du même air moqueur, en clignant légèrement les yeux et la tête un peu penchée de côté. Je vous ai déjà vu, monsieur Voldemar, commença-t-elle. Le son de sa voix d'argent me fit tressaillir d'un doux frisson. Vous voulez bien que je vous appelle ainsi, n'est-ce pas? Mais comment donc, balbutiai-je à peine. Où ça? Demanda la princesse. La jeune fille ne lui répondit rien. Avez-vous une minute de libre? M'interrogea-t-elle de nouveau. Oui, mademoiselle. Voulez-vous m'aider à dévider cette pelote de laine? Venez par ici, dans ma chambre. Pas mal le coup de la pelote de laine. Elle sortit du salon avec un signe de tête. Je lui emboîtai le pas. L'ameublement de la pièce où nous étions entrés était un peu mieux assorti et disposé avec plus de goût qu'au salon. Mais pour être tout à fait franc, c'est à peine si je m'en doutais. Je marchais comme un somnambule et ressentais dans tout mon être une sorte de transport joyeux frisant la sottise. La jeune princesse prit une chaise, chercha un écheveau de laine rouge, le dénoua soigneusement, m'indiqua un siège en face d'elle et me mit la laine sur les mains tendues. Il y avait dans tous ses gestes une lenteur amusante. Le même sourire, clair et espiègle, errait au coin de ses lèvres entr'ouvertes. Elle commençait à enrouler la laine sur un carton plié en deux et m'illumina tout soudain d'un regard si rapide et si rayonnant que je baissai les yeux malgré moi. Lorsque ses yeux, généralement à moitié clos, s'ouvraient de toute leur immensité, son visage se transfigurait instantanément, inondé d'un ray de soleil. « Qu'avez-vous pensé de moi hier, monsieur Voldemar ?» me demanda-t-elle au bout de quelque temps. « Je gage que vous m'avez sévèrement jugé. »« Moi, princesse ? Je n'ai rien pensé du tout. Comment pourrais-je me permettre de... » balbutiai-je tout désemparée. « Écoutez-moi bien, répondit-elle. Vous ne me connaissez pas encore. Je suis une lunatique. Vous avez 16 ans, n'est-ce pas? Moi, j'en ai 21. Je suis beaucoup plus vieille que vous. Par conséquent, vous devez toujours me dire la vérité. Et m'obéir, ajouta-t-elle. Allons, regardez-moi bien en face. Pourquoi baissez-vous tout le temps les yeux? Mon trouble s'accrut de plus belle. Cependant, je levai la tête. Elle souriait encore, mais d'un autre sourire, d'un sourire où il y avait de l'approbation. « Regardez-moi bien, fit-elle. Cela ne m'est pas désagréable. Votre mine me revient et je sens que nous allons devenir de grands amis. Et moi, est-ce que je vous plais ?» conclut-elle insidieuse. « Princesse, commençai-je. D'abord, appelez-moi Zinaïda Alexandrovna. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette habitude qu'ont les enfants, elle se reprit, je veux dire les jeunes gens, de cacher leurs vrais sentiments. C'est bon pour les grandes personnes. N'est-ce pas que je vous plais ?» J'aimais certes sa franchise, mais n'en fus pas moins légèrement offusquée. Afin de lui faire voir qu'elle n'avait pas affaire à un enfant, je pris, autant que cela me fut possible, un air grave et désinvolte. Mais oui, vous me plaisez beaucoup, Zinaïda Alexandrovna, et je ne veux point le cacher. » Elle secoua doucement la tête. « Avez-vous un précepteur ?» me demanda-t-elle à brûle-pourpoint. « Non, je n'en ai plus, et depuis longtemps. » Je mentais grossièrement. 1 mois à peine s'était écoulé depuis le départ du Français. « Oh, mais vous êtes tout à fait une grande personne, alors.
Elle me donna une légère tape sur les doigts. « Tenez vos mains droites » et elle se remit à enrouler la laine avec application. Je profitais qu'elle eût baissé les yeux et l'examinais d'abord à la dérobée, puis de plus en plus hardiment. Son visage me parut encore plus charmant que la veille. Tout en lui était fin, intelligent et attrayant. La description continue, tout comme le texte. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. De Voyage au bout de la nuit, Premier amour de Tourguenieff. À plus tard. Le vestibule étroit et mal tenu, sans réussir à maîtriser un tremblement involontaire, et croisait un vieux domestique chenu, dont le visage était couleur de bronze et les yeux mornes et petits, comme ceux d'un porc. Sympa la description. Son front et ses tempes étaient burinés de rides profondes, comme je n'en avais encore jamais vu. Il portait un squelette de hareng sur une assiette. En m'apercevant, il repoussa du pied la porte qui donnait dans l'autre pièce et me demanda d'une voix brusque. « Que désirez-vous »« Est-ce que la princesse Zaskin est chez elle » m'informai-je. « Boniface » cria derrière la porte une voix de femme éraillée. Le domestique me tourna silencieusement le dos, offrit à mes regards une livrée fortement usée sur les omoplates, dont l'unique bouton, tout couvert de rouille, était frappé aux armes de la princesse, posa l'assiette sur le carreau et me laissa seule. « Es-tu allé au commissariat » reprit la même voix. Le domestique marmotta quelque chose. « Tu dis qu'il y a quelqu'un ? Le jeune voisin ? Fais-le entrer. »« Veuillez entrer au salon » fit le domestique en réapparaissant devant moi et en ramassant son assiette. Je rectifiai rapidement ma tenue et passai au « salon » entre guillemets. J'étais dans une petite pièce pas très propre, meublée pauvrement et à la hâte. Une femme, âgée d'une 50aine d'années, nu-tête, se tenait assise dans un fauteuil au bras cassé près de la fenêtre. Elle portait une vieille robe de couleur verte et un fichu bariolé en poil de chameau autour du cou. Elle me dévorait littéralement de ses petits yeux noirs. Je m'approchai d'elle et la saluai. « Ai-je l'honneur de parler à la princesse Zaskin ?»« Oui, c'est moi. Et vous êtes le fils de monsieur V ?»« Oui, princesse. Ma mère m'a chargé d'une commission pour vous. »« Asseyez-vous donc, je vous en prie. Boniface, où sont mes clés? Est-ce que tu ne les as pas vues ?» Je rapportai la réponse de ma mère à mon interlocutrice. Elle m'écouta en tambourinant sur la vitre avec ses gros doigts rouges et quand j'eus fini de parler, me dévisagea de nouveau. « Très bien, je viendrai sans faute, dit-elle enfin. Comme vous êtes jeune. Quel âge avez-vous ? » S'il n'est pas indiscret de vous le demander. « 16 ans, répondis-je avec une involontaire hésitation. La princesse tira de sa poche quelques papiers graisseux et gribouillés, les porta tout contre son nez et se mit à les déchiffrer. « Le bel âge, gémit-elle soudain en se tournant vers moi et en remuant sa chaise. Je vous en prie, pas de cérémonie chez moi. Tout est simple. Un peu trop, ajoutai-je à part moi, en jetant un coup d'œil dégoûté sur toute sa silhouette malpropre. À cet instant précis, une autre porte s'ouvrit et la jeune fille de la veille apparut sur le seuil. Elle leva la main et un sourire moqueur éclaira son visage. « C'est ma fille, dit la princesse en la désignant du coude. Zinotchka, c'est le fils de notre voisin, monsieur V. Comment vous appelez-vous, jeune homme ? Vladimir, balbutiai-je, plein de confusion, en me levant précipitamment. Et votre patronyme est Petrovitch. Tiens, j'ai connu un commissaire de police qui s'appelait également Vladimir Petrovitch. Boniface, ne cherche plus les clés, je les ai dans ma poche. La jeune fille me dévisageait toujours du même air moqueur, en clignant légèrement les yeux et la tête un peu penchée de côté. Je vous ai déjà vu, monsieur Voldemar, commença-t-elle. Le son de sa voix d'argent me fit tressaillir d'un doux frisson. Je me rappelle que le soir même, pendant le dîner, ma mère demanda au majordome qui étaient les nouveaux arrivants. En entendant le nom de la princesse Zaskin, elle répéta d'abord avec vénération « Ah, une princesse !» Puis elle ajouta « Pour sûr, quelque pauvresse !» « Ces dames sont arrivées avec 3 fiacres, observa le domestique en servant respectueusement le plat. Elles n'ont pas d'équipage et quant à leur mobilier, il vaut 2 fois rien. « Oui, mais j'aime tout de même mieux cela, » répliqua ma mère. Mon père la regarda froidement et elle se tut. Effectivement, la princesse Zaskin ne pouvait pas être une personne aisée. Le pavillon qu'elle avait loué était si vétuste, petit et bas que même des gens de peu de fortune auraient refusé d'y loger. Pour ma part, je ne fis aucune attention à ses propos, d'autant plus que le titre de princesse ne pouvait pas me produire la moindre impression car je venais précisément de lire Les Brigands de Schiller.
J'avais contracté l'habitude d'errer chaque soir à travers les allées de notre parc, un fusil sous le bras, guettant les corbeaux. De tout temps, j'ai haï profondément ces bêtes voraces, prudentes et malignes. Ce soir-là, descendu au jardin, comme de coutume, je venais de parcourir vainement toutes les allées. Les corbeaux m'avaient reconnu, et leur croassement strident ne me parvenait plus que de très loin. Guidée par le hasard, je m'approchais de la palissade basse séparant notre domaine de l'étroite bande jardinée qui s'étendait à droite de l'aile et en dépendait. Je marchais, tête baissée, lorsque je crus entendre un bruit de voix. Je jetai un coup d'œil par-dessus la palissade et m'arrêtai stupéfait. Un spectacle étrange s'offrait à mes regards. À quelques pas devant moi, sur une pelouse bordée de framboisiers verts, se tenait une jeune fille, grande et élancée, vêtue d'une robe rose à raies et coiffée d'un petit fichu blanc. 4 jeunes gens faisaient cercle autour d'elle et elle les frappait au front, à tour de rôle, avec une de ces fleurs grises dont le nom m'échappe mais que les enfants connaissent bien. Elles forment de petits sachets qui éclatent avec bruit quand on leur fait heurter quelque chose de dur. Les victimes offraient leur front avec un tel empressement, et il y avait tant de charme, tant de tendresse impérative et moqueuse, de grâce et d'élégance dans les mouvements de la jeune fille, elle m'apparaissait de biais, que je faillis pousser un cri de surprise et de ravissement. J'aurais donné tout au monde pour que ces doigts adorables me frappassent aussi. Mon fusil glissa dans l'herbe, j'avais tout oublié et dévorais des yeux cette taille svelte, ce petit cou, ces jolies mains, ces cheveux blonds légèrement ébouriffés sous le fichu blanc, cet œil intelligent à moitié clos, ces cils et cette joue veloutée. « Dites donc, jeune homme, croyez-vous qu'il soit permis de dévisager de la sorte des demoiselles que vous ne connaissez pas ?» fit soudain une voix tout contre moi. Je tressaillis et restai interdit. Un jeune homme aux cheveux noirs coupés très courts me toisait d'un air ironique de l'autre côté de la palissade. Au même instant, la jeune fille se tourna également de mon côté. J'aperçus de grands yeux gris sur un visage mobile qu'agita tout à coup un léger tremblement et le rire, d'abord contenu, fusa, sonore, découvrant ses dents blanches et arquant curieusement les sourcils de la jeune personne. Je rougis piteusement, ramassai mon fusil et m'enfuis à toutes jambes, poursuivi par les éclats de rire. Arrivé dans ma chambre, je me jetai sur le lit et me cachai le visage dans les mains. Mon cœur battait comme un fou. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, très heureuse de vous faire la lecture et de partager avec vous une passion que j'ai pour la littérature du 19e et la littérature russe du 19e. Alors pour moi, c'est une grande première que cette lecture et j'ai choisi Premier amour, une nouvelle d'Ivan Tourgueniev. Pour moi, c'est un des plus beaux auteurs de la littérature russe et c'est une histoire qui confine au sublime. C'est ce que disait d'ailleurs Flaubert, autre auteur romantique. Il disait « Pour moi, voilà du sublime ». Alors, je vous propose de commencer cette lecture. Donc, Premier amour, Ivan Tourgueniev. On y va. Les invités avaient pris congé depuis longtemps. L'horloge venait de sonner la demie de minuit. Seuls, notre amphitryon, Serge Nikolaïevitch et Vladimir Petrovitch, restaient encore au salon. Notre ami sonna et fit emporter les reliefs du repas. « Nous sommes bien d'accord, messieurs, fit-il en s'enfonçant dans son fauteuil et en allumant un cigare. Chacun de nous a promis de raconter l'histoire de son premier amour. À vous le dé, Serge Nikolaïevitch. » L'interpellé, un petit homme blond au visage bouffi, regarda l'hôte, puis leva les yeux au plafond. « Je n'ai pas eu de premier amour, déclara-t-il enfin. J'ai commencé directement par le second. » Comment cela ? Tout simplement, je devais avoir 18 ans environ quand je m'avisais pour la première fois de faire un brin de cour à une jeune fille, ma foi fort mignonne, mais je me suis comportée comme si la chose ne m'était pas nouvelle, exactement comme j'ai fait plus tard avec les autres. Pour être franc, mon premier et mon dernier amour remontent à l'époque où j'avais 6 ans. L'objet de ma flamme était la bonne qui s'occupait de moi. Cela remonte à loin, vous pouvez le voir, et le détail de nos relations s'est effacé de ma mémoire. D'ailleurs, même si je m'en souvenais, qui donc cela pourrait-il intéresser ? Qu'allons-nous faire alors ? Cela monte à notre hôte. Mon premier amour n'a rien de très passionnant non plus. Je n'ai jamais aimé avant de rencontrer Anna Ivanovna, ma femme. Tout s'est passé le plus naturellement du monde. Nos pères nous ont fiancés, nous ne tardâmes pas à éprouver une inclination mutuelle et nous nous sommes mariés vite. Toute mon histoire tient en 2 mots. C'est triste. À vrai dire, messieurs, en mettant la question sur le tapis, c'est sur vous que j'ai compté, vous autres, jeunes célibataires, à moins que Vladimir Petrovitch ne nous raconte quelque chose d'amusant.
Le fait est que mon premier amour n'a pas été un amour banal, répondit Vladimir Petrovitch après une courte hésitation. C'était un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux noirs, légèrement mêlés d'argent. Ah ah, tant mieux. Allez-y, on vous écoute. Eh bien voilà, ou plutôt non. Je ne vous raconterai rien, car je suis un piètre conteur et mes récits sont généralement secs et courts ou longs et faux. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais consigner tous mes souvenirs dans un cahier et vous les lire ensuite. Les autres ne voulurent rien savoir pour commencer, mais Vladimir Petrovitch finit par les convaincre. 15 jours plus tard, ils se réunissaient de nouveau et promesse était tenue. Voici ce qu'il avait noté dans son cahier. Attention, attention, c'est ici que ça commence. J'avais alors 16 ans. Cela se passait au cours de l'été 1833. J'étais chez mes parents à Moscou. Ils avaient loué une villa près de la porte de Kalouga, en face du jardin Neskouchny. Je me préparais à l'université, mais travaillais peu et sans me presser. Point d'entrave à ma liberté. J'avais le droit de faire tout ce que bon me semblait, surtout depuis que je m'étais séparée de mon dernier précepteur. Un Français qui n'avait jamais pu se faire à l'idée d'être tombé en Russie comme une bombe, en français dans le texte, et passait ses journées étendues sur son lit avec une expression exaspérée. Tout à fait le cliché du français, en quelque sorte. Mon père me traitait avec une tendre indifférence. Ma mère ne faisait presque pas attention à moi, bien que je fusse son unique enfant. Elle était absorbée par des soucis d'une autre sorte. Mon père, jeune et beau garçon, avait fait un mariage de raison. Ma mère, de 10 ans plus vieille que lui, avait eu une existence fort triste. Toujours inquiète, jalouse, taciturne, elle n'osait pas se trahir en présence de son mari qu'elle craignait beaucoup. Et lui affectait une sévérité froide et distante. Jamais je n'ai rencontré d'homme plus posé, plus calme et plus autoritaire que lui. Je me souviendrai toujours des premières semaines que j'ai passées à la villa. Il faisait un temps superbe. Nous nous étions installés le 9 mai, jour de la Saint-Nicolas. J'allais me promener dans notre parc, au Neskouchny, ou de l'autre côté de la porte de Kalouga. J'emportais un cours quelconque, celui de Kaidanov par exemple, mais ne l'ouvrais que rarement, passant la plus claire partie de mon temps à déclamer des vers dont je savais un grand nombre par cœur. Mon sang s'agitait, mon cœur se lamentait avec une gaieté douce. J'attendais quelque chose, effrayé de je ne sais quoi, toujours intrigué et prêt à tout. Mon imagination se jouait et tourbillonnait autour des mêmes idées fixes, comme les martinets à l'aube autour du clocher. Je devenais rêveur, mélancolique, parfois même je versais des larmes. Mais à travers tout cela perçait, comme l'herbe au printemps, une vie jeune et bouillante. J'avais un cheval, je le sellais moi-même, et m'en allais très loin, tout seul, au galop. Tantôt je croyais être un chevalier entrant dans la lice, et le vent sifflait si joyeusement à mes oreilles. Tantôt je levais mon visage au ciel, et mon âme large ouverte se pénétrait de sa lumière éclatante et de son azur. Pas une image de femme, pas un fantôme d'amour ne s'était encore présenté nettement à mon esprit. Mais dans tout ce que je pensais, dans tout ce que je sentais, il se cachait un pressentiment à moitié conscient et plein de réticence. La prescience de quelque chose d'inédit, d'infiniment doux et de féminin. C'est beau. Et cette attente s'emparait de tout mon être. Je la respirais, elle coulait dans mes veines, dans chaque goutte de mon sang. Elle devait se combler bientôt. Notre villa comprenait un bâtiment central, en bois, avec une colonnade flanquée de 2 ailes basses. L'aile gauche abritait une minuscule manufacture de papier peint. Je m'y rendais souvent. Une dizaine de gamins maigrichons, les cheveux hirsutes, le visage affreusement blême, hâves vêtus de côtes graisseuses, sautaient sur des leviers de bois qui commandaient les blocs de presse carrés. De cette manière, le poids de leur corps débile imprimait les arabesques multicolores du papier peint. L'aile droite, inoccupée, était allouée. Un beau jour, environ 3 semaines après notre arrivée, les volets des fenêtres s'y ouvrirent bruyamment. J'aperçus des visages de femmes. Nous avions des voisins. Je me sentais confus et joyeux, en proie à un trouble comme je n'en avais jamais encore éprouvé. Après m'être reposée, je me peignai, brossai mes vêtements et descendis prendre le thé. L'image de la jeune fille flottait devant moi. Mon cœur s'était assagi, mais se serrait délicieusement. « Qu'as-tu donc » me demanda brusquement mon père. « Tu as tué un corbeau ?» J'eus envie de tout lui raconter, mais je me retins et me contentai de sourire à part moi. Au moment de me coucher, je fis 3 pirouettes sur un pied, sans savoir pourquoi, et me pommadai les cheveux. Je dormis comme une souche. Peu avant le petit jour, je me réveillai un instant, soulevai la tête, regardai autour de moi, plein de félicité, et me rendormis.
Comment m'y prendre pour faire leur connaissance? Telle fut la première pensée en me réveillant. Je descendis au jardin avant le thé, mais évitai de m'approcher trop près de la palissade et n'aperçus âme qui vive. Après le thé, je passais et repassais plusieurs fois devant leur pavillon et essayais de percer de loin le secret des croisées. À un moment donné, je crus deviner son visage derrière le rideau et m'éloignai précipitamment. « Il faut tout de même bien que je fasse sa connaissance, me disais-je, en me promenant sans but dans la plaine sablonneuse qui s'étend devant le Neskouchny. Mais comment? Voilà le problème. J'évoquais les moindres détails de notre rencontre de la veille. De toute l'aventure, c'était son rire qui m'avait frappé le plus. Je ne savais pourquoi. Pendant que je m'exaltais et imaginais toutes sortes de plans, le destin avait déjà pris soin de moi. Pendant mon absence, ma mère avait reçu une lettre de notre voisine. Le message était écrit sur un papier gris très ordinaire et cacheté avec de la cire brune, comme on n'en trouve généralement que dans les bureaux de poste ou sur les bouchons des vins de qualité inférieure. Dans cette lettre, où la négligence de la syntaxe ne cédait en rien à celle de l'écriture, la princesse demandait à ma mère de lui accorder aide et protection. Ma mère, selon notre voisine, était intimement liée avec des personnages influents dont dépendait le sort de la princesse et de ses enfants, car elle était engagée dans de gros procès. « Je m'adresse à vous, écrivait-elle, comme une femme noble à une autre femme noble, et d'autre part, il m'est agréable de profiter de ce hasard. Je vous épargne les fautes d'orthographe, c'est à peu près le langage SMS d'aujourd'hui. Pour conclure, ma princesse sollicitait l'autorisation de venir rendre visite à ma mère. Cette dernière se montra fort ennuyée. Mon père était absent et elle ne savait à qui demander conseil. Bien entendu, il n'était pas question de laisser sans réponse la missive de la femme noble, pour vous donner une idée, femme F-A-M-E. Voilà. Une princesse par-dessus le marché? Mais que faire? Il semblait déplacé d'écrire un mot en français et l'orthographe russe de ma mère était plutôt boiteuse. Elle le savait et ne voulut pas se compromettre. Mon retour tombait à pic. Maman me demanda de me rendre incontinent chez la princesse et de lui expliquer que l'on serait toujours heureux, dans la mesure du possible, de rendre service à son Altesse et enchanté de la recevoir entre midi et 1 heure. La réalisation soudaine de mon désir secret me remplit de joie et d'appréhension. Cependant, je n'en laissais rien voir. Et avant d'accomplir la mission, je montais dans ma chambre afin de passer une cravate neuve et ma petite redingote. À la maison, l'on me faisait porter encore veste courte et col rabattu, malgré mes protestations. Je pénétrais dans